Aujourd'hui, on va tenter de comprendre comment le vivant s'organise pour passer d'une simple cellule œuf à un organisme complet. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre bras est ici et pas ailleurs, pourquoi vos deux oreilles sont sur votre tête, et comment les cellules qui les composent ont fait pour déterminer leur place et leur rôle? En résumé, quel est le rapport entre l'information génétique, l'ADN et le plan du corps des organismes? Pour répondre à ces questions, on va procéder étape par étape et on va commencer par s'intéresser à la cellule elle-même. Car pour bien comprendre comment un organisme multicellulaire se développe, il faut prendre conscience de l'énorme éventail de compétences d'une seule cellule. Avant d'attaquer plus poussé, passons rapidement sur les bases de la génétique. Au sein d'une cellule d'un organisme multicellulaire, dans le noyau, se trouve l'ADN. Il s'agit d'une longue chaîne moléculaire composée d'unités parmi 4 types possibles, représentées ici par les 4 lettres ACTG. C'est la séquence formée par ces bases qui encode l'information génétique. Cette longue chaîne est divisée en sections appelées gènes. Une première machine, dans le noyau, est capable de se fixer sur une section d'ADN correspondant à un gène pour en recopier l'information sur un brin d'ARN. Pour cette vidéo, vous pouvez vous contenter de voir cette étape comme une simple copie temporaire de l'information. Cet ARN va quitter le noyau et être ensuite traité par une seconde machine, le ribosome, qui va traduire ce brin d'ARN en une chaîne d'autres molécules pour en faire ce qu'on appelle une protéine. Donc ceci, c'est ce que vous avez sans doute vu pendant votre scolarité, qui fait presque même partie de la culture générale. Mais réduire la cellule à ce mécanisme central donne une assez mauvaise idée de ce qui se passe concrètement en son sein et ne semble pas nous indiquer où et sous quelle forme se trouve le plan de construction de l'organisme complet. Pour mieux saisir la chose, on va rajouter plusieurs ingrédients. Le premier point à souligner, c'est qu'une cellule a un fonctionnement industrialisé, c'est-à-dire que ce mécanisme, passant de l'ADN à la protéine, est fait potentiellement en boucle, la procédure se répète pour un gène donné ou pour des gènes différents, et est fait massivement en parallèle. Un très grand nombre de transcriptions, l'étape passant de l'ADN à l'ARN, et un très grand nombre de traductions, l'étape passant de l'ARN à la protéine, se produisent potentiellement simultanément. Dans une cellule, il n'y a pas qu'un ribosome qui travaille, mais plusieurs millions. Un autre point clé concerne la notion de protéine. À notre échelle, dans la vie de tous les jours, une protéine c'est de la matière relativement inerte. On sait vaguement qu'on peut en trouver dans un bon steak. Mais à l'échelle de la cellule, une protéine c'est infiniment plus que cela. Bien sûr, certaines protéines peuvent avoir un rôle de simple constituant structurel, mais pour une cellule, une protéine c'est potentiellement un outil, voire même un robot autonome qui peut effectuer une tâche mécanique ou logique très précise. Des robots, à ce stade de la vidéo, vous en connaissez au moins 2. La machine produisant de l'ARN depuis l'ADN, elle se nomme ARN polymérase, et la machine produisant une protéine depuis un brin d'ARN, le ribosome. Ces 2 machines ne sont à quelque chose près que l'assemblage spontané des protéines qui en constituent les différentes parties mécaniques. Voici une animation moléculairement fidèle illustrant le fonctionnement de notre première machine, l'ARN polymérase. Vous pouvez remarquer le brin d'ARN produit en sortie. Cet ARN est assemblé base par base à l'intérieur de notre machine. À vitesse réelle, les choses ressemblent à ceci. Une fois complet, notre brin d'ARN quitte le noyau. Il est très vite la cible de l'assemblage spontané des différentes parties mécaniques du ribosome. Celui-ci commence alors son travail de traduction de l'ARN en protéines. Sur cette animation, les molécules constituant la protéine finale sont représentées en rouge. Au fur et à mesure de sa construction, la protéine va se replier sur elle-même pour adopter petit à petit sa forme finale. C'est cette forme qui en dictera les propriétés mécaniques. Ces 2 machines ne sont que des exemples parmi beaucoup d'autres illustrant la diversité robotique des protéines au sein des cellules. Il en existe certaines spécialisées dans le transport, comme ici. D'autres sont spécialisées dans la destruction. Il existe même des protéines programmables. Ici, notre petit robot est en train de parcourir l'ADN en le scannant pour s'arrêter sur la séquence cible qu'il recherche. Et donc c'est ceci qu'il faut retenir, que lorsque la cellule exprime un gène pour produire la protéine qui y correspond, elle est en fait en train de construire ce type de machine.
La protéine, c'est la fonction. Produire une protéine, c'est déclencher une procédure, un travail particulier. Si une cellule vivante voulait tondre la pelouse, elle le ferait en produisant à la chaîne une armée de drones autonomes tondeuses à gazon. Tout ceci nous amène à notre prochain point. Si produire une protéine, c'est déclencher une tâche, alors vous devez sentir qu'il manque un ingrédient. Si une cellule produisait sans aucun contrôle et à la chaîne toute l'armée de drones décrite par le code génétique complet de l'organisme, l'anarchie serait maximale. Mais bien sûr, une cellule a de nombreux moyens pour réguler tout cela. Des mécanismes de contrôle pour aboutir ou non au produit final d'un gène, la protéine, il y en a à toutes les étapes. Au niveau de la forme de l'ADN, certains segments seront gardés repliés et inaccessibles à la transcription. L'ADN lui-même peut aussi être modifié localement chimiquement pour en désactiver certaines parties. Le travail de la machine responsable de la transcription d'un gène en ARN est également soumis à certaines conditions de déclenchement. Et enfin, des mécanismes de contrôle peuvent même intervenir au niveau de l'ARN avant la traduction de celui-ci en protéines. On peut illustrer tous ces points en continuant notre bestiaire de machines moléculaires. Voici à quoi ressemble de l'ADN désactivé, replié sur lui-même et solidement maintenu par des protéines spécialisées. D'autres robots peuvent même venir déplacer ces structures pour les compacter, comme ici. Le déclenchement de la transcription, quant à lui, peut être très complexe. Vous observez ici une construction incrémentale, protéine par protéine, sur un emplacement d'ADN et qui finit par déclencher la transcription à cet endroit. Ainsi, une cellule n'est pas en permanence en train d'exprimer de manière désordonnée l'intégralité de l'information génétique de l'individu. Elle gère un contexte d'expression de gènes, une sous-partie du génome, qui définit sa population de robots. Une grande partie de ce contexte d'expression de gènes est transmis pendant la division cellulaire et son évolution de division en division est responsable du changement d'aspect et de fonction des cellules, ce qui fait qu'un neurone est très différent d'une cellule de foie ou de peau par exemple. C'est ce qu'on nomme la différenciation cellulaire. Pour mieux exploiter ces mécanismes de contrôle, les cellules sont dotées d'un autre pouvoir, celui de la communication. Elles ont la capacité d'échanger de l'information avec l'extérieur, soit pour communiquer un statut aux autres cellules, soit pour adapter leur comportement. Elles sont même dotées de canaux de communication différents pour distinguer les informations venant de leurs voisins directs, en contact, celles venant d'un voisinage plus large, et celles pouvant venir de n'importe où dans l'organisme. En résumé, une cellule a de bons moyens de se faire comprendre et de savoir ce qui se passe autour d'elle pour adapter l'expression de ses gènes et donc son comportement. On commence ici à se rendre compte des véritables possibilités logiques au sein d'une cellule. Mais pour comprendre le développement de l'organisme, c'est-à-dire déterminer où et quand former quoi, il va nous falloir creuser davantage dans cette logique et découvrir dans la cellule de véritables possibilités de calcul. Lorsqu'on parle de gènes, on fait souvent référence à la partie dite codante de l'ADN, c'est-à-dire la partie en correspondance directe, au niveau de l'information, à une protéine produite. Mais l'ADN, c'est bien davantage que des zones codantes. Autour se trouvent de larges sections régulatrices sur lesquelles peuvent venir se fixer des molécules capables de reconnaître certains emplacements par leur motif. Chaque transcription de gènes peut être déclenchée en quelque sorte par plusieurs interrupteurs logiques, chacun étant eux-mêmes conditionnels et pouvant imposer qu'une molécule soit présente et qu'une autre ne le soit pas pour que la transcription démarre. Mais il y a encore plus fort. Ces molécules se fixant sur les interrupteurs sont essentiellement des protéines, et donc elles-mêmes le produit de gènes. Vous comprenez ici la puissance logique de ce système. Un gène peut, dans son expression, influencer l'activation de toute une collection d'autres gènes en manipulant autant d'interrupteurs que sa protéine peut en reconnaître. On dit que ce gène, qui influe sur l'activation d'autres gènes par ce mécanisme d'interrupteur, code un facteur de transcription. Toutes ces possibilités logiques s'organisent en réseau. Certains gènes peuvent se déclencher en conséquence d'informations perçues par la cellule, d'autres en conséquence d'un changement de l'état interne, comme un manque de certaines protéines par exemple, et d'autres peuvent être activés directement par ces gènes de contrôle dont le seul but est de coordonner un grand nombre d'expressions simultanées. Tout ceci confère à la cellule une véritable logique de programmation, lui permettant des asservissements et la réalisation de séquences précises et conditionnelles d'expression de gènes. Une logique interne et subtile est donc le chef d'orchestre de cette population de robots moléculaires que sont les protéines. En résumé, une cellule vivante est un agent complexe et complet, un agent qui peut agir chimiquement sur son environnement en capturant ou libérant des substances,
un agent qui peut communiquer de l'information. Cet agent est également doté de logique interne lui permettant d'exécuter des séquences d'actions. Et c'est aussi un agent mécanique qui peut résister à la tension, à la compression, se déformer, s'attacher et se détacher des cellules voisines. Et c'est avec une illustration de ce rôle structurel de la cellule qu'on va conclure notre description de celle-ci. La structure d'une cellule est assurée par un ensemble complexe de câbles pour résister à la tension et de poutres pour résister à la compression. Voici une autre curiosité à ajouter à notre bestiaire robotique. Cette machine est en train d'assembler des filaments depuis la paroi cellulaire. Sur la surface de la cellule, on retrouve aussi des protéines spécialisées pour s'attacher solidement aux autres cellules voisines. Si on dézoome un peu, on distingue grosso modo deux types d'organisation structurelle des cellules. Les tissus épithéliaux, qui servent à délimiter les surfaces dans l'organisme, vous pouvez les voir comme des poches, des parois. Ils sont composés de cellules solidement liées entre elles et résistent à la tension. Ces tissus sont un bon exemple pour saisir à quel point une unique cellule est pilotable via les informations extérieures. Vous pouvez voir ici toute la diversité d'assemblages possibles. Ces cellules sont capables de contrôler leur forme, à quel voisin elles décident de s'attacher fermement, et même d'orienter finement l'axe d'une division cellulaire lors du développement de ce type de tissu. Et on retrouve aussi les tissus conjonctifs, qui eux remplissent les volumes. Ici, les cellules ne sont plus liées, elles baignent dans autre chose, qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et elles peuvent en modifier les propriétés, en la laissant liquide, comme dans le sang, visqueuse, comme sous la peau, ou solide, comme pour les tissus osseux qu'elles ont rigidifiés en y libérant diverses substances. Mais revenons-en à notre question centrale. Pourquoi mon bras est ici et pas ailleurs? Comment les cellules font pour se repérer? Historiquement, tout a commencé avec des photos ressemblant à ceci. Il s'agit d'embryons de mouches, donc déjà composés de nombreuses cellules. Ce qu'il faut remarquer, c'est bien sûr les zones en bleu. Ces embryons ont été modifiés pour que l'activation d'un gène de notre choix s'accompagne de la production d'un pigment. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les zones en bleu de chaque cliché, les cellules partagent l'activation d'un même gène. Ce que font ces gènes est tout à fait particulier. Ils ont un rôle logique. Ils déterminent l'identité, leur rôle dans l'organisme futur de tout cet ensemble de cellules. Et c'est l'une des découvertes les plus inattendues de la fin du XXe siècle. Très peu de gènes, et parfois un seul, conditionnent le destin dans l'organisme des cellules qui les expriment. Ce sont des gènes de marquage. Un bon exemple est sans doute celui du gène PAX6, dont on retrouve l'expression dans toutes les cellules de l'embryon qui deviendront plus tard l'œil de l'organisme. Et il y a une manière assez bluffante de démontrer le rôle de ces gènes, c'est d'altérer leur activation, voire d'activer ces gènes dans les cellules qui ne devraient pas les exprimer. Sur ce cliché, vous voyez le résultat de l'activation du gène Antennapédia au cours du développement dans les cellules destinées à former normalement les antennes. À leur place, des pattes se développent. Ici, le gène PAX6, responsable du développement de l'œil, n'a pas été activé au cours du développement. Cette drosophile n'a donc pas d'œil. Un autre exemple ici, avec un gène responsable du développement de l'aile. Et enfin, l'exemple le plus fou, l'activation au cours du développement du gène PAX6, celui de l'œil, dans les cellules destinées à former les pattes de l'animal. Tout ce que vous voyez ici de rouge, ce sont des yeux. On constate donc que la logique génétique sait marquer différentes zones pour déclencher des sous-programmes complets de construction. Il ne nous reste plus qu'à voir comment elle s'y prend pour initier ce processus de marquage. Pour avoir une bonne idée des mécanismes utilisés durant le développement, je vous propose de faire nous-mêmes un organisme fictif simplifié. En voici l'embryon. La première chose à faire est d'identifier des axes. Il nous faut trouver sur quoi nous baser pour identifier des directions et des sens. Une possibilité est que le parent de notre organisme libère dans l'embryon des substances en réalisant un gradient de concentration. L'information génétique de notre organisme possède tout ce qu'il faut au niveau de nos interrupteurs d'expression de gènes pour que les cellules puissent se baser sur ces niveaux de concentration et marquer leur identité à l'aide de l'expression d'un gène. Sur ce schéma, notre gène A s'active au-dessus d'une certaine concentration et en dessous d'une autre. Les cellules qui l'expriment sont marquées par un A. Pour avoir un système de coordonnées, on peut imaginer un fonctionnement similaire, basé sur la concentration d'une autre substance, orienté selon un autre axe, déclenchant ici le gène B selon le même principe. Souvenez-vous que les protéines de ces gènes qui marquent l'identité sont des facteurs de transcription. Elles agissent directement sur les interrupteurs d'autres gènes.
Il est ainsi possible de calculer des unions, des soustractions et des intersections de zones en conditionnant l'expression d'un nouveau gène de marquage à la présence de plusieurs autres, comme ici où la présence du gène A et du gène B déclenche l'expression de C. Sur notre embryon, on retrouve les cellules marquées C à l'intersection des zones A et B. Pour introduire de nouvelles distinctions, les cellules peuvent également procéder par communication. Ici, dans les séquences régulatrices de notre organisme hypothétique, tout est prévu pour que la détection de cellules voisines uniquement A et uniquement B déclenche, chez les cellules C, un nouveau gène D. Sur notre embryon, il y a 2 cellules dans ce cas. Entre chacune de ces étapes, l'organisme pourrait bien sûr grossir et les cellules se diviser. Le même type de processus peut se reproduire récursivement dans une sous-zone. Par exemple, ici, nos cellules D vont libérer localement une substance pour réaliser un nouveau gradient de concentration dans l'environnement cellulaire, et le même processus de découpage pourra se reproduire dans cette zone. Ces gènes ayant un rôle logique de marquage identitaire sont nommés gènes homéotiques. Ces gènes travaillent en réseau et contrôlent l'activation d'autres gènes en venant la promouvoir ou l'empêcher. En procédant ainsi, les cellules ont le pouvoir de réaliser un véritable système de coordonnées spatiales et temporelles et de construire hiérarchiquement un organisme complet. Pour compléter ces mécanismes de marquage et former toutes les parties de l'individu, tous les moyens sont bons. Les cellules peuvent changer de forme sur ordre pour influencer la forme des tissus, les replier, les joindre. Les organismes peuvent même parfois utiliser l'environnement pour orienter leur axe de croissance, comme les plantes avec la lumière, et il est même possible de construire des cellules temporairement pour les utiliser comme un échafaudage. C'est le cas pour le développement de vos mains, qui sont toutes initialement formées avec des palmes, et à un moment clé du développement, ces cellules entre vos doigts reçoivent l'ordre de s'autodétruire. Cette compréhension récente des mécanismes fins qui régissent le développement a permis de complètement repenser ceux qui régissent l'évolution. C'est tout le domaine de l'évo-dévo, discipline qui, comme son nom l'indique, combine l'évolution et le développement. Cette unification a permis de résoudre de nombreux paradoxes autour de la diversification du vivant et des échelles de temps parfois très courtes qui l'ont accompagné. Reprenons notre embryon hypothétique. Ici, les interrupteurs du gène A ont déclenché, au cours du développement, l'expression de celui-ci dans les zones indiquées. Plus tard, la cascade d'effets pilotée par ce gène se traduit par l'apparition de membres. Un autre gène, B, conditionné par A et par d'autres facteurs, s'exprime à ce stade du développement à l'extrémité de nos membres en formation. Chez notre organisme, ceci se traduit plus tard par l'apparition de doigts, formant en quelque sorte des pattes. Comme on l'a vu, chaque zone marquée a ses frontières encodées dans les conditions, dans les interrupteurs de leur gène. Avoir une mutation, un changement dans les conditions de ces interrupteurs, ou en ajouter de nouveaux, va donc modifier la forme des zones destinées au développement des différentes parties de l'organisme. Par exemple, une mutation dans les conditions d'expression du gène A, comme ici, aura pour conséquence une modification de l'emplacement des membres de notre mascotte. Une seconde mutation, dans les séquences régulatrices du gène B cette fois, pourra influencer le développement de ces pattes, et donc leur taille et leur forme. On aboutit ainsi très facilement à des morphologies très distinctes. Ce qui est infiniment commode pour l'évolution, c'est qu'une mutation donnée ne concerne qu'une zone et qu'un moment précis du développement. Ce fonctionnement du développement à base de marquage et d'interrupteurs est donc un véritable cadeau pour l'évolution. Il permet la réutilisation de sous-programmes entiers pour réaliser des parties similaires, comme des pieds et des mains, mais surtout il rend la morphologie des organismes très facilement paramétrable par mutation. De légères modifications dans les conditions d'activation de ces gènes de marquage changent de manière cohérente la morphologie. Vous pouvez voir par exemple ici comment l'évolution s'y est prise avec succès de 3 manières différentes pour former une aile. Par la déformation d'un doigt chez les ptérosaures, de la main chez les chauves-souris ou du bras tout entier chez les oiseaux. À la grande surprise des biologistes, toute cette boîte à outils de gènes guidant cette logique de construction pour identifier les rôles, déclencher les procédures et communiquer entre cellules nous ramène tous à un ancêtre commun bien plus éloigné que prévu. La surprise, c'est qu'il avait déjà une organisation globale relativement similaire, avec un avant, un arrière, une symétrie bilatérale et même des organes probablement utilisés pour des fonctions familières, comme la vue. Et c'est la modularité logique et physique exceptionnelle de cet ancêtre, couplée avec des facteurs environnementaux, comme l'apparition de la prédation et la course à l'armement, qui est la cause de l'explosion de la biodiversité il y a 500 millions d'années pendant l'ère du Cambrien.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que ce voyage partant du cœur de la cellule et finissant sur les mécanismes d'évolution vous aura plu. Je vous invite à réviser cet épisode en musique, allez-y, c'est vraiment super bien fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en, abonnez-vous ou contribuez directement sur Tipeee, Twitter et Facebook.